Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève en Suisse et mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville en France. Il est l'un des penseurs les plus influents de son époque. Son parcours de vie est marqué par des expériences diverses et variées qui ont façonné sa pensée et son œuvre. Laissez-moi vous raconter son histoire. The Time Machine. Nous nous trouvons à Genève, sur les bords du lac, mais bien différents de ceux d'aujourd'hui. Un enfant musarde sur la plage, il s'agira du célèbre Rousseau. Sa vie sera émaillée de malheurs et de bonheur éphémère. Mais ce parcours atypique forgera intellectuellement ce grand penseur pour le siècle des Lumières. Rousseau est né dans une famille modeste, dans la pittoresque ville de Genève. Son père, Isaac Rousseau, était horloger, et sa mère, Suzanne Bernard, meurt peu après sa naissance. Rousseau s'en sentira coupable toute sa vie. Élevé seul par son père, qui l'abandonnera dès l'âge de 10 ans, fuyant après de louches affaires, il sera donc confié à son oncle, qui lui transmettra l'amour pour la musique, et surtout plus tard, pour le violon. À l'âge de 16 ans, Rousseau quittera Genève, et se convertira au catholicisme à Turin. Ceci, grâce à Madame de Warens, une femme influente, qui deviendra sa protectrice, une sorte de seconde maman, puis sa maîtresse. Elle jouera un rôle déterminant dans son éducation et son développement intellectuel. Mais Madame de Warens laissera Rousseau, au bout de quelques petites années, pour changer d'amant. Rousseau, l'âme en peine, sillonnera à nouveau les routes et les villes, comme par exemple Annecy. Rousseau voyagera alors beaucoup, travaillant un temps comme domestique, puis comme copiste un autre temps, et aussi comme musicien ambulant. Il donnera des mini-concerts improvisés de violon dans les rues des villes, pour gagner sa vie. C'est lors de ces voyages qu'il rencontrera des personnalités influentes, qui façonneront sa pensée, comme Denis Diderot et Jean Le Rond d'Alembert. Il finira par entrer au service d'une comtesse, la séduisant par la lecture. Le galant Rousseau saura caresser la main de cette noble dame de qualité, mais pas pour très longtemps. Rousseau travaillera pour la comtesse de Vercellis, lui rendant aussi des services, dans l'ordre de l'intimité. Cela sera une pause bien méritée, entre deux périples d'errance. Néanmoins l'ami Rousseau, restant sans le sou, était surnommé « Monsieur l'Exempt ». Le voici donc impliqué dans le vol d'une cassette à bijoux. Il blâmera alors, injustement pour s'en dédouaner, une jeune cuisinière, la fille Marion, qui sera renvoyée à cause de cela. Cet événement lamentable de sa vie le marquera à jamais, d'un profond remords. Marqué par cet épisode de couardise et de lâcheté, l'existence même de Rousseau s'en verra changer. Cette action sera toujours omniprésente à son esprit et influencera ses œuvres futures. Rousseau se liera donc d'amitié avec des personnalités, telles que le philosophe Denis Diderot et le mathématicien Jean Le Rond d'Alembert, contribuant ainsi à l'essor de la philosophie des Lumières. Il continuera d'écrire avec ardeur, produisant ainsi des œuvres majeures, telles que le Contrat social en 1762, qui sera un traité politique, dans lequel Rousseau exposera sa théorie de la volonté générale et du contrat social. Aussi la même année, il publiera « Émile ou de l'éducation », qui restera un traité d'instruction et d'apprentissage, dans lequel Rousseau proposera une approche alternative à l'éducation traditionnelle. Ses idées révolutionnaires sur la démocratie, l'éducation et la liberté individuelle inspireront des générations de penseurs et influenceront profondément le cours de l'histoire. Jean-Jacques Rousseau passera une vie décousue et éclectique avant de devenir le philosophe que nous connaissons aujourd'hui. Il était davantage intéressé par la musique que l'écriture. Mais son avenir sera écrit bien autrement. Passons maintenant à son ascension. Il ne faut pas perdre de vue que d'abord Rousseau reste un autodidacte. Il n'aura de cesse d'apprendre, de comprendre et de surprendre les hommes. Alors qu'il n'était pas connu, il s'était déjà lié d'amitié avec le sieur Diderot. Suite à l'emprisonnement de celui-ci au donjon de Vincennes, Rousseau viendra lui rendre visite au mois d'octobre 1749, et parcourra le trajet Paris-Vincennes à pied. En chemin,
Il se saisit du journal hebdomadaire, Mercure de France, abandonné dans un relais de poste. C'est ainsi qu'il prendra connaissance du sujet du concours de l'Académie de Dijon, dont le thème était « Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs ». C'est alors une révélation pour lui. Il en tremblera et en pleurera. On appelle ce passage de sa vie « l'illumination de Vincennes ». Rousseau écrira dans une lettre adressée au seigneur de Malherbe, « En me relevant, j'aperçois tout le devant de ma veste mouillée de mes larmes, sans avoir senti que j'en répandais. » Sur les conseils de ses proches et de Diderot, Rousseau décidera de concourir. Il remportera le prix. Un fait marquant de la vie de Rousseau sera son opposition philosophique à Voltaire. Elle sera profonde et complexe. Voltaire était un fervent défenseur de la raison et du progrès scientifique. Il croyait que la société peut être améliorée par l'éducation et l'utilisation de la raison humaine. Il était également un critique acerbe de l'Église et de sa superstition, préférant la logique et l'empirisme. Rousseau, en revanche, est sceptique quant à la capacité de la raison à améliorer la société. Il soutient que l'homme était bon à l'état de nature, et que la civilisation et la vie en société l'ont corrompu. Il valorisera les sentiments et les émotions, et pensera que l'éducation doit se concentrer sur le développement moral et émotionnel de l'individu. Ces divergences philosophiques ont conduit à une opposition intense entre les deux penseurs, qui a marqué l'histoire de la philosophie des Lumières. Marie-Thérèse Levasseur. Dans les méandres de l'histoire de Rousseau, il y aura une femme, Marie-Thérèse Levasseur, à la poitrine généreuse, et surtout fidèle à notre philosophe. Ils formeront un couple qui défiera les conventions. Comme un duo qui éclairera les paradoxes de l'amour et de la compréhension. Cette union improbable fut une réalité dans le cas de Jean-Jacques Rousseau. Dans les faits, cet esprit tourmenté de la pensée des Lumières et de sa compagne, dont le nom pourrait être perdu dans les pages poussiéreuses du temps, sera l'édifice qui constituera de manière solide la seconde moitié de la vie de Rousseau, avec un impact sur la vie du grand penseur qui sera profond et durable. Elle était son opposé en bien des aspects. Tandis que Rousseau se délectait dans les débats intellectuels et les écrits subtils, elle, à peine alphabétisée, naviguait dans un monde où les mots étaient des énigmes complexes à décoder. Leur chemin semblait tracé dans des directions divergentes, mais le destin, ce mystérieux architecte de nos vies, les réunit d'une manière qui défie toute logique apparente. Ce sera à l'auberge de la Fontaine d'Or, à Bourgoin, que Jean-Jacques Rousseau consacrera le 30 août 1768, son union avec Thérèse Levasseur, devant le maire Luc-Antoine de Champagneux. En octobre 1768, Rousseau écrira à son ami le pasteur Paul-Claude Moultou, en lui confiant « Vous savez sûrement que ma gouvernante, et mon amie, et ma sœur, et mon tout, est enfin devenue ma femme. Elle sera là, fidèle et dévouée, à travers les hauts et les bas de la vie tumultueuse de Rousseau. Alors qu'il errait à travers l'Europe, fuyant les démons de son esprit et les jugements de la société, elle était son phare dans la nuit, sa constante dans un monde en perpétuelle mutation. Pendant son exil à Londres, elle était à ses côtés, veillant sur lui avec une tendresse silencieuse, pansant les blessures de son âme avec un amour inconditionnel. Certains pourraient la considérer comme une ombre dans la vie de Rousseau, une figure obscure reléguée aux marges de l'histoire. Mais pour ceux qui connaissent le véritable pouvoir de l'amour, elle était bien plus que cela. Elle était sa muse, son roc, sa force tranquille qui lui permettait d'affronter les tempêtes de l'existence. Entre la fin de 1746 à 1752, Thérèse Levasseur et Jean-Jacques Rousseau eurent 5 enfants, qui furent tous portés à l'hospice des enfants trouvés. Dans les moments de doute et de désespoir, c'était vers elle que Rousseau se tournait, trouvant dans ses bras un réconfort, qui transcende les frontières du langage. Car l'amour, dans sa forme la plus pure, ne connaît ni les barrières de la langue, ni les limites de la compréhension intellectuelle. Il se manifeste dans les gestes les plus modestes, dans les regards échangés, dans les silences partagés. Ainsi, même lorsque la maladie et la misère rongeaient le corps de Rousseau, elle était là, à ses côtés, lui offrant le plus précieux des cadeaux, l'amour sans condition. Et lorsque vint le moment de dire adieu à ce monde, ce fut dans ses bras qu'il trouva la paix, sachant qu'il avait été aimé jusqu'à son dernier souffle. Retour à Vincennes et décès. Rousseau retourne à Vincennes, où il passera ses dernières années de sa vie. Il décédera le 2 juillet 1778 à Ermenonville, laissant derrière lui une œuvre riche et influente qui continue d'inspirer les penseurs du monde entier. À sa mort en 1778,
Rousseau laissera derrière lui un héritage intellectuel immense et une influence durable sur la pensée occidentale. Sa vie mouvementée et son attachement profond à Dijon témoigneront de sa passion pour la liberté, la justice et la vérité, des valeurs qui continuent d'inspirer les générations futures. Vous venez de voir le film documentaire Jean-Jacques Rousseau, Errance, érudition et engagement. Merci de rester fidèle à votre média MLQ. À bientôt pour d'autres sujets passionnants de notre histoire de France, avec la signature Histopédia. Histopédia, l'encyclopédie historiographique. The Time Machine.